Bon, et puis dernier point, la fiscalité environnementale. On a déjà des taxes carbone dans l'Union européenne, d'accord, on est plutôt en avance. La France va en instituer une au début de l'année prochaine, mais leur niveau est généralement trop faible. Donc ça ne suffira pas. Donc sur ces trois fronts, il faut progresser. Illustration du marché du carbone et pourquoi est-ce que le signal de prix est trop volatile. Voilà ce qui s'est passé dans la première phase d'institution du marché du carbone. Vous avez d'abord une volatilité du prix qui est relativement importante, et puis tout d'un coup une annonce qui intervient au printemps 2008 et qui est en fait l'annonce de la surallocation du nombre de permis par rapport à ce qui était prévu. Et là, le prix chute dramatiquement et il ne se rétablira jamais vraiment. Deuxième crash du carbone, plus récemment, avec la récession mondiale. Là, l'effet, c'est que les entreprises sont dans une récession, donc elles émettent beaucoup moins, et donc du coup, évidemment, comme dans n'importe quel marché, quand vous avez une offre qui est supérieure à la demande, le prix chute dramatiquement. Et on est aujourd'hui, on végète entre 10 et 15 euros la tonne de CO2, on devrait être, selon les études internationales, autour de 40 euros. D'accord ? Donc il y a un problème, le prix est trop volatile et il n'est pas suffisamment élevé. Bon, je passe là-dessus parce que sinon je serais trop long. Enfin, grosso modo, l'efficacité écologique du marché du carbone, on a une étude avec mon collègue Jacques Lecacheux qui sort là-dessus, est insuffisante pour atteindre les objectifs européens. Je ne vous parle pas des objectifs que j'aurais inventés dans mon cerveau torturé. C'est les objectifs de l'Union européenne qu'elle-même s'est fixée. D'accord ? Par rapport à ça, le marché du carbone aujourd'hui n'est pas suffisamment efficace. La question des transports, bon, on a les meilleurs standards au monde, les États-Unis essayent de nous imiter, c'est-à-dire grosso modo en fait ce qu'annonce Obama, ce qu'il a annoncé au printemps, c'est que les États-Unis seront en 2016 là où l'Union européenne est aujourd'hui, hein, d'accord, donc oui c'est un progrès mais enfin on est loin du compte, c'est pas négligeable hein, parce que dans le dernier rapport des Nations Unies, le World Development Report, vous avez ce calcul qui est que si tous les 4x4 aux États-Unis passaient aux standards européens, ça ferait autant d'économies de gaz à effet de serre que si on donnait de l'électricité à 1,6 milliard de personnes. Donc c'est quand même pas négligeable l'enjeu des standards. Mais le problème, c'est qu'il y a le problème des volumes et du kilométrage. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Plus les voitures sont efficaces, donc plus les gens consomment de voitures, et donc plus finalement ils font de kilomètres, et donc la solution technologique n'est pas suffisante pour permettre de réduire les transports. Donc, reste la question de la fiscalité. Et là, on a fait beaucoup de progrès. Mais ce que vous avez là sur ce graphique, c'est l'évolution de la fiscalité du carbone, environnementale dans l'Union européenne. Et vous voyez que, grosso modo, ça n'a jamais dépassé 7% des recettes fiscales et 3% du PIB. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas suffisamment important pour vraiment changer la donne en matière de comportement. Donc, comment mieux faire? Et j'en terminerai par là. On a différents scénarios dans cette étude qui va paraître. Donc, le premier scénario qu'on appelle le scénario de fiscalisation. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend en fait essayer de stabiliser le signal prix du marché du carbone européen en abolissant les fuites de carbone, en abolissant aussi les compensations carbone et en fait rendre le marché le plus proche possible d'une taxe. C'est-à-dire faire en sorte que dans un marché, vous jouez sur les quantités et vous laissez le prix se déterminer seul. Il faudrait essayer de contrôler aussi le prix. Contrôler les quantités et le prix, ça peut paraître un petit peu bizarre comme idée, mais en fait, c'est à ça qu'on doit parvenir fondamentalement. C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on dit, c'est le scénario de fiscalisation. Deuxième scénario, le scénario de climatisation. Il ne s'agit pas de mettre de la clim partout dans l'Union européenne, bien au contraire, il faut sur des hauts en enlever. Il faut convertir en fait donc les systèmes existants de taxes sur l'énergie, puisqu'on a des systèmes fiscaux qui reposent plus lourdement qu'aux États-Unis sur l'énergie, mais il faut les réorienter par rapport à la question du changement climatique. Et il y a une proposition de la Commission européenne qui porte justement là-dessus. Et puis la présidence suédoise actuelle de l'Union européenne a aussi des projets de taxe carbone européenne. Bon, il y a d'autres scénarios, je passe parce qu'en fait, je vous enverrai les liens si vous voulez vers l'étude, mais c'est pas très fondamental et je voudrais pas abuser de mon temps. Donc en somme, chaque scénario a ses forces et ses faiblesses. L'Union européenne a un rôle absolument clé à jouer pour résoudre la crise de crédibilité des pays développés par rapport à Copenhague, parce que les pays émergents ne viendront à la table des négociations que s'ils savent que les pays développés feront leur part, mais il faut elle-même qu'elle améliore les choses en vue du sommet de Copenhague et malheureusement de plus en plus en vue de ce qui se dessine, c'est-à-dire de l'après-Copenhague, parce qu'il est vraisemblable qu'on n'aura pas un accord vraiment substantiel à Copenhague. Il faudra attendre l'après-Copenhague, mais on n'aura pas beaucoup plus de temps après ça. Et l'Union européenne est la clé, le pivot de ces négociations, parce que les États-Unis, tout simplement, ne sont pas prêts. Voilà. Merci de votre attention.